Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 6 juillet 2025. Aujourd'hui, on a plein de petites nouvelles. On revient à un format où il y a plein de trucs à commenter. J'ai l'impression que j'ai trop de lumière. Où est-ce qu'on a plein de trucs à commenter et au lieu d'avoir une thématique approfondie comme lors des deux derniers web journaux des deux derniers dimanches, c'est-à-dire sur l'Iran, on va en profondeur, etc. Il y a plein de trucs qui se passent. Et on va aller voir ça. C'est-à-dire des succès, évidemment, la presse commence à reconnaître qu'avec le temps, Trump, l'imprévisible, produit des succès à répétition, commence à avoir beaucoup de succès, tant en politique intérieure qu'en politique extérieure. On le disait, c'est un fou, on ne sait pas comment faire, je veux dire, il ne sait pas ce qu'il fait, il est chaotique, etc. Et on va voir à la fin de ce web journal que l'imprévisibilité de Trump est un art qui est soigneusement cultivé et qui est tiré évidemment de Sun Tzu, l'art de la guerre, que Trump a appliqué à The Art of the Deal. Tout ce que vous voyez, c'est toujours le même personnage, c'est The Art of the Deal, que ce soit avec le One Big Beautiful Bill, cette espèce de gigantesque pièce de législation qui a été passée cette semaine, qui est une victoire pour Trump et qui a créé beaucoup de mécontents, les gens des conservateurs fiscaux, parce que ça augmente les dépenses, ça augmente la dette. Mais il y a des coupures de taxes énormes là-dedans, il y a des coupures de dépenses énormes et aussi une augmentation des dépenses. Et donc, étant donné qu'on coupe les dépenses, qu'on réduit les taxes, il y a moins de revenus et donc ça augmente la dette. Mais pensez, on n'a qu'à penser à ce que Javier Milei a fait en Argentine. Il y a eu, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est un processus où initialement, ça fait mal, on coupe les taxes, on coupe les dépenses dans certains domaines, etc. Et ça a l'air de faire très mal et de laisser les gens pour compte, mais finalement, après 6 mois, 1 an, etc., ça donne des résultats. Ça donne des résultats et on retrouve l'équilibre économique et tout ça. Donc, on doit voir ça dans cette optique-là. Et donc, des succès, comme je dis, sans précédent en politique intérieure et extérieure. Et c'est pas moi qui le dis, donc c'est même l'ineffable Richard Latendresse. Vous le connaissez au Québec, ce journaliste sans goût, insipide, jamais très, très brillant, mais qui finalement qui pose des questions ridicules à Donald Trump. Il avait posé une question sur le hockey il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Et puis, alors que les gens posent des questions intéressantes, lui pose des questions sur le hockey. Peut-être réduire un petit peu la lumière. Et il a toujours été anti-Trump, etc. Mais là, il commence à reconnaître que pour le meilleur et pour le pire, Trump va de win en win. Alors, étant donné que les journalistes volent souvent mes idées, etc., je me suis permis de voler le titre de Richard Latendresse pour ce web journal. Trump qui va de win en win. Et donc, c'est ça, cette politique de tarifs qu'on disait qui était comme absolument dévastatrice pour l'économie américaine commence à donner des résultats. De plus en plus de pays commencent à signer des accords avec les États-Unis. À partir du moment où est-ce que Trump arrive et renégocie tout, mais il renégocie à l'avantage des États-Unis, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit depuis littéralement 40 ans. Je vous ai montré les clips que les États-Unis se font avoir sur le plan économique et que les ententes sont toujours ne sont jamais à l'avantage des États-Unis. On se fait avoir, on se fait voler, etc. Les autres pays abusent de nous, c'est-à-dire que les autres pays ont des tarifs gigantesques sur les produits américains, alors que les Américains ont des petits tarifs pour les produits de ces pays étrangers-là. Et donc, les États-Unis concluent un accord commercial avec le Vietnam. Ça, c'est cette semaine, il s'en est vanté. Donc, et les négociations se poursuivent avec la Corée du Sud. L'accord de Trump sur le Vietnam montre que les tarifs... Ah, je l'ai enlevé, merde, il y en a... Ah, j'ai perdu, fuck. C'est celui-là? Oui, Trump has struck a straight deal with China. Je l'avais en français, je l'ai effacé. Donc, une entente aussi avec la Chine. Les gros pays d'Asie, avec l'Inde, ça arrive, c'est sur le point d'arriver. Trump affirme que les États-Unis pourraient conclure un accord commercial avec l'Inde, mais jette le doute sur un accord avec le Japon. C'est plus difficile avec le Japon, ça va durer. Il y a une date limite du 9 juillet. À partir du 9 juillet, il commence à imposer des super tarifs sur les pays qui n'auront pas conclu d'entente. Il a conclu une entente aussi, ça j'en avais parlé dans un autre web journal, avec le Royaume-Uni. Et ces ententes-là, encore une fois, se font toujours à l'avantage des États-Unis parce que c'est un président nationaliste qui veut
régler le problème du déficit commercial, hein. C'est-à-dire que à partir quand un pays a un déficit commercial avec d'autres pays, c'est-à-dire qu'il vend moins qu'il achète, eh bien, les liquidités, l'argent de ce pays-là se retrouve ailleurs et le pays s'appauvrit financièrement. Au lieu de ramasser de la richesse, d'accumuler de la richesse se draine et s'en va vers les autres pays. Et c'est ça que Trump essaie de régler. Il essaie de régler le déficit commercial des États-Unis. Et ça, c'est sans compter ce qu'on avait vu aussi précédemment, c'est-à-dire les 2 milliards de dollars, les 2000 milliards de dollars d'investissement lors de sa tournée dans le Golfe, etc., etc. Donc, ça, c'est reconnu comme un succès et les autres pays vont suivre. Et il y a par ailleurs ce Big Beautiful Bill, on va passer rapidement là-dessus, le Big Beautiful Bill qui a été signé, entériné par le Congrès, qui a été signé par Trump et qui a été finalement approuvé par le Sénat, etc. Et comme je le dis, donc, ça augmente, il y a des coupures de taxes qui font mal aux revenus de l'État. C'est pour ça que l'État doit s'endetter. Mais ça revient généralement. C'est comme en Argentine. C'est-à-dire que ça produit de la croissance économique qui finalement bénéficie à l'État. Ça remet de l'argent en circulation. Et en remettant de l'argent en circulation, bien, ça crée plus d'activité économique et donc éventuellement plus de revenus à l'État. Ça revient finalement par la bande. Mais ce qui est une des mesures les plus controversées de ce Big Beautiful Bill, c'est ben, il y a des coupures en fait dans les soins médicaux et l'assistance alimentaire gratuite aux migrants illégaux. Parce qu'aux États-Unis, les migrants illégaux, comme partout ailleurs, sont logés, nourris, soignés aux frais de la couronne, aux frais de la princesse, c'est-à-dire vous et moi. Ces gens-là prennent des bateaux, viennent ici, et puis là, sont stationnés dans des hôtels, logés, nourris. Les enfants, on les envoie à l'école, même s'ils ont violé les lois du pays, etc. Et donc, là, ils coupent là-dedans. C'est sévère. Et on va revenir là-dedans. On va revenir là-dessus. On va revenir sur le Big Beautiful Bill et sur le centre de détention Alligator Alcatraz. Il y a vraiment le sens de la formule, hein? C'est-à-dire Alcatraz, c'est cette espèce de prison mythique dont personne ne pouvait s'échapper. Et là, ils ont créé une espèce de centre de détention dans les Everglades, en Floride, dans des marais infestés d'alligators et de serpents, etc. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de tant de garde que ça sur place. C'est que si les détenus essaient de s'échapper, eh bien, je veux dire, la faune va se charger d'eux. Et donc, mais les gens avaient voté pour ça. Aux États-Unis, ils avaient voté pour des déportations massives. Et c'est ça que le Big Beautiful Bill, et les gens sont sur Twitter, j'ai écrit là-dessus. Puis là, il y avait comme de l'outrage, etc. On va revenir là-dessus. Je pense que j'ai suffisamment provoqué de réactions pour faire un web journal entièrement là-dessus. Dans peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après, on fera un web journal qui s'intitulera Alligator Alcatraz et on fera je pense que j'avais été clair sur l'immigration pendant comme plein de web journaux, notamment les web journaux lors des émeutes en Angleterre l'été dernier. J'avais fait un procès, j'avais expliqué tout ce qui ne fonctionnait pas, pourquoi on était le seul, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN étaient les seuls qui ramassaient de l'immigration. C'était pour détruire le système d'État-nation. Le système, j'en ai parlé à plein de reprises, Cloward Piven, de surcharger les dépenses sociales de l'État pour faire s'effondrer les gens. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. Il y a quand même des personnes, j'ai écrit, j'ai fait une passe, j'ai dit que les demandeurs d'asile devraient tous se rendre à Alligator Alcatraz. Puis là, j'ai eu des réactions absolument dithyrambiques. Et donc, je pense que ça justifie qu'on refasse un autre web journal sur l'immigration et sur Alligator Alcatraz. Et donc, on fera ça peut-être dans la semaine prochaine ou l'autre d'après. Ça dépend de l'actualité. Donc, Alligator Alcatraz qui déchaîne les passions, mais c'est pas que... Parce que l'idée ici d'appeler ça Alligator Alcatraz, c'est bien pour frapper les esprits et il y a un aspect de guerre psychologique à ça. C'est-à-dire que tu veux pas... Évidemment, si tu dis, tu vois, ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles et vos enfants vont à l'école et vous allez avoir les soins gratuits... Tu sais, c'est ce que les passeurs font, hein, quand les passeurs vous disent, quand ils vendent des passes là, aux migrants, ils disent, ben, paye-moi 2000 $, je ne sais pas c'est combien, 5 000, 10 000. Mais quand tu arrives là-bas, tu es pris en charge complètement par l'État. Et puis, tu sais, voilà, tu es... Donc, ça fait vendre. Mais là, quand tu dis, ouais, si tu vas là-bas, tu vas te retrouver dans Alligator Alcatraz, c'est moins vendeur pour les migrants, pour les passeurs, etc.
Et donc, c'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont retrouvés avec, pour un deuxième mois d'affilée, un niveau record, en fait, de l'immigration illégale quasi négative. Les gens n'y vont plus, ils savent que c'est sérieux avec Trump. Et pour qu'un gouvernement soit pris au sérieux, il doit prendre des mesures drastiques comme ça. Il doit être dur et sévère, il doit envoyer un message clair. Et c'est ce que les gens... Où est ton cœur, Alexis, etc. On va en reparler, on en reparlera. Et où est ton cœur, tous ces crimes qui sont commis, et toutes ces incivilités qu'on voit, ces gens-là n'ont absolument aucune conscience sociale, finalement. Ils se disent, les gens qui critiquent ce genre de mesures sévères pour l'immigration se disent humanistes, mais finalement n'ont aucune conscience sociale, aucune conscience des conséquences de ce dont ils font la promotion. Donc, le budget, et là, donc, les Américains qui avaient voté pour des déportations, c'est ce qu'ils vont obtenir. L'homme va tenir promesse. Le budget de Trump vient d'être adopté par le Sénat. Préparez-vous à une augmentation massive des opérations de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, un budget de 175 milliards de dollars à la lutte contre l'immigration. 175 milliards de dollars à la lutte contre l'immigration, qui inclut 45 milliards pour des centres de détention pour immigrants. Il va y avoir plusieurs alligators Alcatraz, pas juste un. Et ça ne sera pas sexy d'essayer de se rendre aux États-Unis. Ça va être beaucoup moins sexy. Et un autre 46,5 milliards pour la construction du mur, finir le mur. Il fallait évidemment que le mur, c'était pas stratégique de compléter le mur lors de son premier mandat, puisque tu voulais faire en sorte que Biden soit accusé de laisser la frontière ouverte pour te représenter lors de ton deuxième mandat, etc. Et donc, mais là, 46,5 milliards pour finir la construction du mur, 14 milliards pour des opérations, 14 milliards pour des opérations d'expulsion avec des fonds supplémentaires pour recruter 10 000 agents d'expulsion. Imaginez, c'est le rêve de plein de personnes dans plein de pays, ça. Et eux, ils le font. Vous avez ici une image inédite obtenue par Radio-Québec de Ron DeSantis et Donald Trump à Alligator Alcatraz. Et donc, la capacité de détention du ICE, c'est-à-dire les services frontaliers, a été doublé et passe à 116 000. Ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir une détention de 116 000 personnes. Ça, c'est comme deux stades olympiques à Montréal, remplis de personnes, capacité de détention, pour les mettre dans des avions et les renvoyer. Si vous comparez les budgets de ce 175 milliards de dollars-là, c'est plus que le budget de défense de la Russie en guerre, c'est-à-dire la Russie a un budget de 140 milliards de dollars en 2024. En pleine guerre avec l'Ukraine, c'est 140 milliards de dollars et les États-Unis vont dépenser 175 milliards pour les expulsions, plus que le budget de la défense de la Russie en guerre. C'est une véritable... Ils sont en guerre contre l'immigration illégale. C'est ça qu'on pourrait dire. Même chose ici, c'est plus que, par exemple, le budget militaire de la France, c'est 47,2 milliards de dollars à l'extérieur des pensions. 47,2 milliards de dollars, là, c'est 175 milliards US. Donc, c'est plus que 4 fois le budget de la défense de la France, juste pour les expulsions. Et si on compare pour le Canada, c'est 30 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est à peu près 7 ou 8 fois le budget de la défense nationale canadienne, seulement dirigé pour les expulsions. Voilà. Donc, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Quand Trump a nommé Tom Homan, je pense que c'est Tom son nom, Homan, comme border czar, il n'entendait pas rire. Et contrairement à, encore une fois, je le répète parce qu'il faut le dire, dans la plupart des dossiers qu'on voit, regardez RFK, la santé, etc., dans la plupart des dossiers qu'on voit, Trump a nommé des personnes qui vont au fond des choses et non pas, ce n'est pas des nominations de pacotilles, de personnages qui ne font que collaborer, des personnages qui sont tenus, des personnalités tenues par des scandales, par des histoires de meurtres ou des pots de vin. Non, il a nommé des vraies personnes qui peuvent aller au fond des choses. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Donc, une augmentation, ça augmente évidemment la dette des États-Unis, mais ça va coûter finalement, c'est une purge, c'est-à-dire, tu sors les illégaux, les gens qui n'ont pas d'affaires aux États-Unis, et après ça, tu réduis tes dépenses. Parce que là, ça coûte des milliards. Ça aussi, je ne l'ai pas chiffré ici. On le chiffrera quand on fera Alligator Alcatraz, le web journal.
c'est des dizaines, peut-être même pour les États-Unis, des centaines de milliards de dollars que coûte l'immigration illégale. Juste en Medicaid, en aide médicale, en nourriture, en logement, etc. C'est des centaines de milliards. En 2010, c'était 23 milliards pour le Canada que coûtait l'immigration en structure d'accueil, toutes sortes de... On va y revenir, là, je commence à ramasser les articles. L'immigration légale et illégale coûtait au Canada 23 milliards de dollars selon une étude de l'Institut Fraser. Aux États-Unis, ça doit être des centaines de milliards de dollars, peut-être 200 milliards. Si on fait x10, peut-être même plus. Des centaines de milliards de dollars qui vont être économisés. Donc, c'est le Big Beautiful Bill, il défonce le plafond de la dette, mais c'est un investissement initial et par la suite, les coupures de taxes vont commencer, comme en Argentine, à produire des résultats avec l'argent qui est retourné dans l'économie et la réduction des dépenses liées à l'immigration illégale, etc. C'est comme du sirop pour la toux, ça goûte pas bon sur le coup, mais ça, vous comprenez l'analogie. Et là, il fait aussi la même chose, donc il fait la même chose. On reviendra sur toute cette histoire d'immigration dans un autre web journal. Donc, il fait la même chose avec l'OTAN, et là, les gens disent « Ah, Trump vote en guerre, etc. » c'est ça. En politique étrangère, il augmente les dépenses de l'OTAN. Donc, c'est encore une fois la même chose, une augmentation des dépenses. Et là, les gens se questionnent encore une fois. J'ai reçu plein de courriels. J'avais déjà abordé la question dans un autre web journal, mais il faut toujours répéter. Vous voyez ici, Trump estime que la nouvelle promesse de l'OTAN de consacrer 5 % de son budget à la défense est une grande victoire. Ça aussi, c'est décrit par Richard Latendresse dans son article, le journaliste, là, comme une grande victoire de Trump. Il augmente les dépenses militaires de l'OTAN et la justification de cette augmentation des dépenses militaires de l'OTAN, c'est, on l'a entendu ici, de la bouche du ministre polonais des Affaires étrangères, la course aux armements pourrait conduire à la chute de Poutine. Et là, ça c'est l'argument qui est mis de l'avant dans le camp de l'OTAN. C'est-à-dire que, mais c'est en fait, c'est le contraire. Parce que l'économie russe s'accommode très bien d'une augmentation des dépenses militaires. Il y a, je pense, il y a une gigantesque partie de son PIB qui est liée à ça, et c'est comme ceux qui ne sont pas capables d'augmenter, ceux qui augmentent maintenant, là, ceux qui vont voir leurs dépenses militaires atteindre des niveaux insoutenables, c'est pas la Russie. La Russie, c'est pas la Russie. Ceux qui vont atteindre des niveaux insoutenables, c'est les Occidentaux. C'est la totalité des pays de l'OTAN qui sont déjà tous endettés jusqu'au cou, qui vont subir des décotes à la bourse, qui vont voir leur économie s'effondrer. Vous voyez, comme ici, comme par exemple en Europe, en 2007-2008, crise de la dette souveraine européenne, cause et impact dans la zone euro. Déjà, les pays européens comme le Canada sont déjà surendettés. Et donc, j'avais expliqué dans un autre web journal que c'était finalement cette augmentation des dépenses militaires dans l'OTAN allait rendre ça, c'était littéralement impossible. C'est ce que dit d'ailleurs plusieurs pays, ce que disent d'ailleurs les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Demande américaine d'une augmentation de 5 % des dépenses militaires est vraiment irréaliste, selon le ministre allemand de la Défense, parce qu'il n'y a aucun de ces pays-là qui peut se le permettre. Et donc, d'une part, soit ce sont des vœux pieux qui ne seront jamais réalisés, ou s'ils y vont, ils vont faire exploser la dette des pays occidentaux à des niveaux insoutenables. On est déjà tenu par la dette jusqu'au cou. On a la totalité des pays occidentaux ont déjà un niveau d'endettement insoutenable avec des paiements d'intérêts par année absolument catastrophiques, impossibles à soutenir. On est déjà jusqu'au cou. Et là, il faudrait, pour beaucoup de ces pays-là, presque tripler leur défense militaire. Pour le Canada, c'est ça, c'est presque triplé. On est à 1,37 de notre PIB. Et là, il faudrait augmenter à 5 %. On est déjà 60 milliards. Et donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir soit couper à des endroits dans les services à la population, couper les services, l'immigration de masse, parce que ça coûte une fortune, ça aussi. On va le voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines.
ou c'est ça, domper ça sur la dette et finalement s'effondrer économiquement. C'est exactement finalement ce que dit le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui dit donc une augmentation budgétaire catastrophique détruira l'OTAN. C'est exactement ce que j'explique, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Conséquences de l'augmentation des budgets militaires des pays de l'OTAN seront catastrophiques et entraîneront l'effondrement du bloc, a déclaré lundi le ministre des Affaires Sergei Lavrov. Propos reprennent les propos du ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, selon lesquels une augmentation des dépenses de Moscou pourrait entraîner la chute du gouvernement. Premièrement, c'est pas parce que l'OTAN augmente ses dépenses militaires que la Russie va augmenter ses dépenses militaires. La Russie, encore une fois, n'a finalement, comme exactement avec la guerre de l'information dont on a parlé, rappelez-vous, là, le changement de doctrine de l'OTAN, quand on parlait avec Mike Benz, il y avait eu la doctrine, je ne me rappelle plus, Gerasimov. La Russie avait finalement rien fait. La Russie avait seulement proposé quelque chose, en disant, Jean Gerasimov, c'est la doctrine Gerasimov qui disait que on n'a pas besoin de tirer des balles contre l'OTAN, on a juste à prendre contrôle du cerveau de la plupart des élites par les médias sociaux, etc. Et là, l'OTAN avait comme commencé à mener des purges à l'intérieur et s'était transformé en impérium antidémocratique et avait commencé à censurer et à s'ingérer contre les partis populistes dans différents pays de la zone atlantique, etc., et finalement avait perdu le haut du pavé moral démocratique. Donc, la Russie n'avait rien eu à faire pour que l'OTAN devienne un problème pour lui-même et pour les populations qu'il était censé défendre. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que, encore une fois, l'OTAN augmente ses dépenses. La Russie n'a pas à augmenter ses dépenses, mais juste à être patiente. Et une augmentation des dépenses militaires de l'OTAN va faire en sorte que, avec un peu de patience, que les économies de ces pays-là vont s'effondrer à cause d'un niveau d'endettement insoutenable, etc. En dedans de quelques années. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais. Donc, encore une fois, j'avais tout expliqué ça dans un web journal, c'est-à-dire que Trump utilisait exactement la même stratégie, alors que, rappelez-vous, que Trump cible l'Europe. Il y a une partie de ce que Trump fait qui est dirigée j'ai expliqué le renversement de la géopolitique et de quelle façon maintenant l'Europe est prise en étau, etc. Qui va souffrir de niveau d'endettement comme ça? C'est l'Europe. Okay? C'est l'Europe. Puisqu'il n'y aura pas de guerre avec la Russie, puisque Trump est là, etc. etc. Okay? Donc, mais ils ont mordu à l'hameçon, ça a l'air, voilà. Et donc, ça, c'est un autre win en relations internationales. Puis un autre win en relations internationales. En fait, il y a Trump qui confirme dans un discours devant ses partisans que la querelle avec l'Iran était essentiellement scriptée, c'est-à-dire que j'avais montré toutes les preuves qui disaient que, tous les médias disaient que les Iraniens avaient été avertis d'avance, etc. J'avais montré, vous avez vu, la séquence avec les années précédentes, de quelle façon Trump traite l'Iran très respectueusement. Et là, dans son discours, regardez, le discours a été traduit, vous avez la traduction en bas, elle est difficilement visible. Trump qui est extrêmement respectueux avec le régime iranien, c'est-à-dire il dit, ouais, ils nous ont appelés, etc., pour nous dire que les frappes s'en venaient. Est-ce que c'est correct? Est-ce que 4h15, c'est la bonne heure pour vous? Et donc, tout ça, il n'y avait pas de beef. Je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas de beef entre Trump et l'Iran. Et regardez de quelle façon, avec quel respect il traite les autorités iraniennes. C'est-à-dire, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de volonté de changement de régime, etc., etc. You know, they called me to tell me they have to take a shot at us. This was Iran, very respectful. That means they respect us. Because we dropped 14 bombs, they said, we'd like to take 14 shots at you. I said, go ahead, I understand. They said, where they'd do it, I said, good. We emptied out the fort. It was a beautiful military base in Qatar who treated us really fantastically well. And they said, sir, 1 o'clock, okay? I said, it was fine. We could make it later. And we had nobody but 4 gunners. We had 4, they call them gunners, and they shoot the Patriots, they shoot the missiles up. It's hard to believe. So all of a sudden, they said, we're ready. And they were a little nervous about doing it, I want to tell you. Can you imagine? They were nice enough. This is Iran, to call me and tell me that they would like to shoot me at 14 times. So they want to shoot us, and I said, go ahead, and they shot 14 high-grade, very fast missiles. Every single one of them was shot down routinely by these 4 unbelievable gunners. And they did their job, and
That was the end of that. But the big thing was the attack on their nuclear facilities, what those people Ouais, did. donc, vous voyez, il parle de façon très respectueuse avec l'Iran. Et là, pensez à tous ceux qui nous disaient dans les commentaires, Netanyahou ne respectera jamais la trêve, etc. Tu ne connais pas Netanyahou, Alexis, etc. Bon, ouais. Ben, ça aussi, ça a été enterré. Et ce que j'ai eu beaucoup comme commentaires sur Rumble et ailleurs, c'est et Gaza, qu'est-ce qui se passe avec Gaza? Bien, chaque chose en son temps. Et là, cette semaine, Trump a mis les bouchées doubles sur Gaza. Donc, il annonce un cessez-le-feu à Gaza. Mes représentants ont eu aujourd'hui une réunion longue et productive avec les Israéliens au sujet de Gaza. Israël a accepté les conditions nécessaires à la finalisation du cessez-le-feu de 60 jours. Période durant laquelle nous collaborerons avec toutes les parties pour mettre fin à la guerre. Les Qataris et les Égyptiens qui ont œuvré sans relâche pour la paix présenteront cette proposition finale. Donc, ça va être proposé par les Égyptiens et les Qataris. J'espère, pour le bien du Moyen-Orient, que le Hamas acceptera cet accord, car la situation ne s'améliore pas, elle ne fait qu'empirer. Merci de votre attention. Et donc, c'est ça, il annonce un cessez-le-feu. Et le Hamas qui répond par la positive, le Hamas affirme répondre à la proposition de cesser le feu à Gaza dans un esprit positif. Et là, encore une fois, vous voyez, le ton, Trump a un ton respectueux avec le Hamas. Ouais, c'est comme avec l'Iran. Il y a quelques mois, il menaçait le Hamas, et là, tout d'un coup, il y a un ton beaucoup plus conciliant. Donc, il faut faire attention, ne pas tomber dans le panneau avec le ton de Donald Trump quand il est menaçant. Souvent, c'est une posture de négociation. Le Hamas se dit prêt à participer immédiatement aux négociations de cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas affirme avoir apporté une réponse positive au plan de cessez-le-feu à Gaza, etc., etc. Donc, ça s'en vient, ça aussi. Et là, ici, ça, j'ai trouvé ça bien cocasse. Regardez cette nouvelle-là ici. La prochaine guerre avec... Ça, c'est l'Iran. Il dit « La prochaine guerre avec Israël sera définitive », dit un haut responsable iranien à RT. Une source a affirmé à Téhéran que Téhéran possédait encore de nombreux missiles de nouvelle génération contre lesquels l'État juif est sans défense. Sera définitive. Voilà. Donc, cessez-le-feu à Gaza qui s'en vient, c'est bon pour tout le monde là-bas. Donc, c'est ça, tant en politique étrangère qu'en politique intérieure. Des gros wins pour Donald Trump. Il fait passer ses projets de loi, aussi controversés soient-ils, parce qu'il tient bien le Parti républicain, même si c'est passé par une faible marge au Sénat. Défense militaire, finalement, c'est un cadeau empoisonné. Augmentation des défenses militaires, c'est un cadeau empoisonné. C'est un succès empoisonné pour... évidemment, c'est comme... le complexe militaro-industriel, évidemment, s'en réjouit, mais on dirait qu'il n'y a personne dans les pays on dirait qu'ils ne savent pas faire de la comptabilité, c'est-à-dire qu'ils s'en vont vers de la merde. Ils s'en vont, tu t'endettes. Éventuellement, genre, si Trump a un moindre contrôle sur les agences de cotation ou je veux dire, ils vont être finalement tenus par la dette, ces pays-là. Leur économie va s'effondrer. Et puis, voilà. Donc, tout ça, c'est dans l'art du deal. Et puis là, ici, finalement, Musk lance son propre parti politique. Et là, encore une fois, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Musk lance son parti politique. Je ne pensais pas devoir commenter ça, mais j'ai reçu beaucoup de courriels et beaucoup de questions. Donc, j'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait dans l'art de la fausse chicane. Et là, les gens disent, cette fois, ça a l'air réel. Ou bien, les gens veulent juste mon commentaire là-dessus. C'est pas, ils veulent juste que je commente. Et donc, c'est ce que je vais expliquer. Je l'ai expliqué en 2020, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, je l'ai expliqué en 2024 avec Ron DeSantis, etc. Finalement, ce que ça fait, c'est que ça attire des gens à l'extérieur Trump veut savoir sur qui il peut compter et il effectue des opérations comme celle-là à répétition pour savoir qui est prêt à trahir dans le Parti républicain, sur qui il peut compter, qui parle dans son dos, parce que tu ne peux pas le savoir. Quand tu es en politique, tu ne peux pas savoir qui est vraiment contre toi. Tout le monde a un masque, tout le monde sourit devant toi, tout le monde se prosterne devant le roi et tu ne sais jamais qui a un couteau ou qui est celui qui va mettre la goutte d'arsenic dans ton vin. Et donc, tu dois opérer des purges comme celle-là à intervalles réguliers. Il n'y a pas de beef entre Trump et Elon Musk. Si Elon Musk n'était pas une personne de confiance, Trump ne lui aurait jamais confié les choses qu'il lui a confiées. Les deux n'auraient jamais été aussi près l'un de l'autre qu'ils l'ont été, etc., etc. C'est des gens, vous comprenez, là, que ils sont...
le passé et les motivations sont passés au crible quand il y a des associations comme celle-là. Et donc, ici, ce que vous avez, c'est essentiellement la même chose que j'en avais parlé lors de l'élection volée de 2020, c'est-à-dire qu'il peut regarder qui, à l'intérieur du Parti républicain, va le trahir alors qu'il est en position de faiblesse. Okay? Donc, ici, élection américaine, les accusations de fraude électorale non fondée de Trump mettent à l'épreuve la loyauté des membres du Parti républicain. Et là, il a pu savoir qui dans le Parti républicain, alors qu'il avait que tout le monde disait qu'il avait perdu, que les médias certifiaient l'élection, que Mike Pence était un traître et que tout le monde avait un fusil à sa tempe. Et là, il a pu savoir sur qui il pouvait réellement compter. Et qui était prêt à certifier l'élection, qui était un salopard, qui allait valider ça alors qu'il y avait des preuves massives de vol de l'élection. Et encore une fois, cette histoire d'élection, là, juste pour faire une parenthèse, revient régulièrement sur la table, notamment Tulsi Gabbard, qui, cette semaine, lors de la rencontre des ministres de Trump, a ramené cette histoire à l'effet que les machines de vote étaient piratables. Et donc, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. I'm bringing that transparency, the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. And lastly, we've been... Donc, les machines de vote sont piratables et donc, ça confirme votre mandat de ramener les bulletins de vote papier lors des élections américaines. Mais encore une fois, la question des bulletins de vote papier, ça ne règle pas la fraude électorale puisque on a de la fraude électorale un peu partout, même avec comme au Canada et en France, etc., même avec des bulletins de vote papier. Espérons qu'ils sauront trouver quelque chose de plus solide que ça. Mais Trump l'avait déjà dit. Donc, vous voyez, cette histoire donc, il avait fait ça avec la question de l'élection volée. Il voulait savoir qui, à l'intérieur du Parti républicain, allait l'appuyer dans ses affirmations de vol de l'élection. Et ça c'est une vidéo que, encore une fois, on salue Greg sur Twitter, sur X. Je l'avais déjà montré, cette vidéo-là, mais il est encore une fois pertinent ici, puisque ça va dans le sens de ce que j'explique. Trump qui passe à Charlie Rose il y a peut-être une trentaine d'années, au début des années 2000, je pense, et il dit exactement ce que je vous explique, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir, ce qui importe le plus pour lui, c'est la loyauté, et c'est très difficile de savoir sur qui tu peux compter. C'est seulement dans les moments de crise que tu peux réellement savoir sur qui tu peux compter et qui va te trahir. C'est-à-dire ça prend un moment de crise pour savoir les motivations de chacun. Tu sais, c'est souvent ça. Hein? C'est même pour comme un homme, tu ne sais jamais comment tu vas te comporter sous le feu ennemi. Est-ce que tu vas courir et abandonner tes frères d'armes ou est-ce que tu vas prendre la chance de... on ne sait jamais. On ne sait jamais exactement comment on va se comporter avant d'être dans une situation critique ou... vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il dit ça, finalement, que c'est important pour lui de savoir qui est fidèle et sur qui on peut compter. I'm so loyal to people. Maybe I'm loyal to a fault, but I'm so loyal to people that when somebody's slightly disloyal to me, I look upon it as a great act of horror. And how are you? Donc, même être minimalement déloyal envers lui, c'est un gros scandale pour Donald Trump. C'est la loyauté est ce qu'il y a de plus important. Different than you were 3 or 4 years ago. Well, I used to say, and in fact, I think I said in my first book that, and maybe this was foolish, but I really meant it, that someday I'd like to maybe lose everything for a period of time to see who's loyal and who's not loyal. Donc, j'aimerais à un moment donné, j'avais déjà écrit ça dans un livre, j'aimerais à un moment donné tout perdre pour savoir qui est loyal, qui n'est pas loyal. Parce que c'est quand tu perds tout que tu peux réellement savoir sur qui tu peux compter, qui sont tes vrais amis. Avant ça, quand tu es riche, etc., les gens font toujours des beaux sourires, n'est-ce pas? And frankly, I found out a lot of Then you find out who's loyal and not I tell you loyal. what, and you can't guess it, you can't predict it. You think certain people would... On ne peut pas deviner, on ne peut pas prédire qui va être loyal, qui va nous trahir. C'est impossible. Ça prend un événement pour
départager, dépareiller les personnes loyales des personnes qui vont trahir. Loyal no matter what. And it turns out that they're not. And you just can't predict it. It's very difficult. And that I would- think I would have treated people differently. I think that, some of the people that were most loyal to me are people that I didn't think would be. Some of the people that were least loyal to me. Et donc il dit, il y a des personnes certaines des personnes que je pensais qu'elles allaient être le plus loyales envers moi m'ont finalement trahi. Et les personnes que je pensais qu'elles allaient me trahir, finalement, ont été loyales. Et donc, ça prend ces événements-là. Et là, la création de ce truc-là, des American Party, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, ça va dans le sens de cette espèce de purge du Parti républicain qui a été opérée après l'élection de 2020, justement, en utilisant l'élection comme alors qu'il avait tout perdu, comme il dit dans la vidéo, l'élection pour savoir qui allait le soutenir dans le Parti républicain et qui lui faisait des faux sourires. Et rappelez-vous aussi, finalement, ce que j'avais expliqué en 2024, l'année dernière, avec cette fausse 2023-2024, la fausse, je l'ai expliqué dans Fausse chicane, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette histoire de la fausse opposition de Ron DeSantis, il s'envoyait des insultes et c'était très acerbe. Et les gens me disaient non, Alexis, tu vas voir. Et là, il y a des sondages qui montraient que Ron DeSantis était plus élevé que Trump. Et là, tout le monde me dit non, Alexis, Ron DeSantis va gagner. Je dis non, c'est réglé. Il n'y a pas de réelle opposition, etc. Mais ce que tu fais, évidemment, c'est que tu vois qui dans le Parti républicain donne à la campagne de DeSantis, qui dans le Parti républicain se range derrière DeSantis, qui dit quoi, alors que c'est toi-même qui as organisé la campagne de DeSantis. Vous voyez, les ambitions présidentielles de DeSantis sont entre les mains d'un petit cercle de riches donateurs. Et là, ces riches donateurs-là, maintenant, ils sont barrés à vie. Là. Trump je veux dire, ils ont été discrédités, ils ont la queue entre les jambes. DeSantis reçoit des chèques à 7 chiffres de la part des principaux donateurs du Parti républicain alors qu'il lance en douce sa campagne présidentielle. Et donc, il y a eu une purge en 2020 avec la question de l'élection. Il y a eu une purge en 2023-2024 avec la campagne de DeSantis. Et évidemment, il s'envoyait des insultes. C'est comme Tucker Carlson et comme Elon Musk, comme ce que j'ai dit ici dans l'art de la fausse chicane. DeSanctimonious, ça c'était comme ça que Trump l'appelait, n'existe plus. Trump annonce qu'il abandonnera le surnom de son ancien rival. Le jour même où DeSantis a mis un terme à sa campagne, Trump a dit, bon, mais dans ce cas-là, c'est un bon gars, on va arrêter de l'appeler toutes sortes de noms, etc. etc. Donc, c'était, encore une fois, sur le logiciel de la fausse chicane. Mais tout ça, de la fausse chicane, et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on retrouve dans l'art du deal, qui était tiré de l'art de la guerre de Sun Tzu. Et à titre d'exemple, vous avez ici Trump qui, ça c'était cette semaine, il y avait la rumeur qui circulait qu'il allait prendre une journée de congé. Et là, les journalistes lui ont dit, est-ce que vous allez prendre une journée de congé demain? Vous allez prendre une journée de congé demain? Et là, il y a un petit segment de 4-5 secondes qui dit, je ne sais pas, c'est pas possible de savoir ce que je fais. Il dit essentiellement qu'il est imprévisible et insaisissable. Écoutez ça. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. You don't know what I'm going to do. I may do it, I might not do it. Nobody's going to know what I'm... Personne ne sait ce que je vais faire. Et là, ça, c'est important de comprendre ça, puisque c'est un art. L'imprévisibilité de Donald Trump n'est pas un défaut, comme je le disais en début de Web Journal, c'est un art minutieusement cultivé. L'imprévisibilité de Trump est un art minutieusement cultivé. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire, etc. Même des fois, pour nous, c'est difficile à Radio-Québec. En tout cas, gérer l'imprévisible Donald Trump au G7. Gouvernance, il l'a dit à plusieurs reprises qu'il était imprévisible. Hein? Gouvernance Trump marquée par l'imprévisibilité, selon une journaliste à Washington. Face à l'imprévisible Donald Trump, la dette souveraine américaine, blablabla. Un sommet de l'OTAN suspendu à l'imprévisible Donald Trump. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas où est-ce qu'il va arriver, d'où il arrive, qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire, ce qu'il va imposer. Il est imprévisible. Est-ce que ça va être ci, ça va être ça? On n'est pas capable de le caser dans aucune catégorie. Ottawa privilégie la retenue face à un président imprévisible. Et les journalistes nous présentent ça comme une tare, comme un échec de Donald Trump. C'est un président chaotique qui ne sait pas ce qu'il fait, etc. C'est au contraire. Et c'est tant mieux qu'il le pense et puisque c'est comme ça que ça marche.
si les journalistes étaient sur le logiciel de Radio-Québec, si tous les journalistes étaient sur le logiciel de Radio-Québec, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, il faut accepter que les gens ne comprennent pas. C'est un peu comme c'est la malédiction, évidemment. Ça. Mais c'est ce qu'on trouve essentiellement dans L'Art de la guerre, qui a été adapté dans Art of the Deal, ici. Donc, sur l'imprévisibilité. Donc, Sun Tzu encourage les commandants à dérouter l'ennemi en agissant de manière inattendue et en gardant secrets leurs plans et leurs intentions. Rappelez-vous le clip de Mike Flynn qui dit exactement ça. Gardez vos intentions secrètes, ne dévoilez jamais à l'ennemi, etc. On fait de notre mieux à Radio-Québec pour essayer de lever le voile là-dessus. En tout cas, on montre les méthodes et les régularités, vous comprenez? Et on sait que ça s'en va vers la paix et un dénouement heureux, parce qu'il y a comme encore une fois des régularités dans tout ça. Donc, dissimulation et mystère, Sun Tzu souligne l'importance de se rendre aussi insaisissable que possible pour l'ennemi. Il conseille de feindre l'inaction. Feindre l'inaction, donc vous pensez qu'il n'y a rien qui se passe, mais en fait, ça se passe en coulisses. La proximité ou la distance, c'est-à-dire, ça c'est mon meilleur ami, rappelez-vous, quand Trump était aux funérailles avec Barack Obama, tout le monde disait, ils s'entendent comme deux amis, etc. C'est fini, Alexis. Mais non, tu feins l'amitié et tu feins la distance, par exemple, avec Tucker Carlson, Elon Musk qui part son propre parti, où tu feins la distance ou la proximité. Pensez en termes de politique, c'est pas juste en art militaire, c'est qu'il applique ça à la politique. Ça fait depuis 2018 que j'explique que Trump applique Sun Tzu, l'art de la guerre, à la politique. Et des stratégies contre-insurrectionnelles aussi. J'ai expliqué ça aussi. C'était au studio d'André Répète que j'ai expliqué ça la première fois. Il applique des stratégies de guérilla contre-insurrectionnelles à la politique. Donc, exploitation des faiblesses ennemies. L'imprévisibilité permet de créer des opportunités pour attaquer les points faibles de l'ennemi en agissant de manière inattendue. On peut le prendre au dépourvu et le déstabiliser. Même si l'action doit être imprévisible, une bonne planification est essentielle. En combinant l'imprévisibilité avec la connaissance de l'ennemi, et ils savent exactement, comme par exemple, quand je vous ai dit, par exemple, au Canada, là, quand il a dit Canada 51e État, et il a eu l'espèce de réaction de nationalisme. Finalement, il a fait élire la personne qu'il voulait, Carney, au lieu de Poilievre. Eh bien, c'est parce qu'il connaissait, il a appliqué cette méthode-là à de nombreuses reprises, il savait exactement comment les médias canadiens et la population canadienne allaient réagir. Donc, il a tiré les ficelles des médias et de la population canadienne pour faire élire la personne qu'il souhaitait. Donc, encore une fois, en combinant l'imprévisibilité avec la connaissance de l'ennemi, on peut le manipuler et le contrôler. En feignant la faiblesse, on peut le pousser à l'arrogance, etc., etc. Trump est un clown, Trump est ridicule, etc. Trump ne sait pas ce qu'il fait. Kamala Harris va, comme cette femme incroyable avec une carrière de folle, une avocate prestigieuse et tout. Trump, le lourdeau, etc. Finalement, qu'est-ce qui se passe au résultat? En résumé, l'imprévisibilité, selon Sun Tzu, n'est pas un manque de stratégie, mais plutôt une manière de déjouer l'ennemi en étant adaptable, secret, en exploitant ses faiblesses, etc. Voilà. Donc, encore une fois, c'est ça, l'imprévisibilité de Donald Trump n'est pas un défaut, c'est un art minutieusement cultivé. Et on va terminer avec ça ici cette semaine, un rapport de la CIA qui est sorti. Ça ici, vous voyez, c'est Obama qui rigolait avec Donald Trump lors des funérailles. Là, tout le monde me disait genre, Alexis... Or, Trump, depuis le début de son mandat en 2025, cette histoire de collusion avec la Russie n'arrête pas de refaire surface. On en a parlé à plusieurs reprises dans les web-journaux. On en parle à chaque fois que ça sort. Trump aurait pu vouloir passer ça sous le tapis. S'il était dans son dernier mandat, il n'allait plus se faire réélire de toute façon. Il aurait pu trahir sa base et ne rien se passer avec cette histoire de collusion avec la Russie. C'est de l'histoire ancienne, etc. Mais non, il ramène ça tout le temps. Et en plus de ramener des trucs de Q, etc., alors qu'il n'a aucun intérêt, il est dans son dernier mandat, vous comprenez? Dans ces dernières années, il pourrait juste s'en moquer, mais il ramène toujours ça. Et là, c'est son directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui est un homme de confiance, son ancien directeur, celui qui occupait le poste de Tulsi Gabbard lors du premier mandat. La CIA a produit une note de la CIA, un rapport de la CIA, qui explique finalement que
la collusion, cette histoire de collusion avec la Russie était corrompue dès le départ et que l'administration Obama savait. Et donc, essentiellement, cette note de la CIA confirme toute cette histoire de la théorie de la trahison de l'administration Obama et ça redéfraye la manchette. Probablement trop bu de café aujourd'hui. Les gens, j'ai regardé tout à l'heure, les gens me demandaient de ralentir le débit. Il est trop tard pour être zen, rendu à 47 minutes, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça revient dans l'actualité. Let me ask you this. Who do you believe was the mastermind behind the Russia collusion lie? Donc, qui était le cerveau derrière cette fausse histoire de collusion avec la Russie? Well, there's a lot of masterminds, but I think in general, this was lit on fire by Obama, Team Obama and his team after Trump won in 2016. So they could have stopped it. They should have stopped it. Instead, they lit the fuse. They put out a BS intelligence report, if you recall, right before the president came in. They framed General Flynn. They framed the entire Trump administration. And then they appointed Mueller. So once Trump fired Comey, Mueller gets appointed. And then they fired Mueller. Ça, c'est un petit mensonge de la part de Devin Nunes, puisque c'est pas Obama qui a nommé Mueller, Robert Mueller, c'est Donald Trump lui-même qui a mis une personne corrompue qu'il contrôlait à la tête de cette question, de cette histoire de collusion, de cette enquête sur la collusion avec la Russie. Et donc, ça ressort partout. Vous voyez ici, Russiagate était un stratagème pour arnaquer Trump, dit le patron de la CIA. La Maison-Blanche, ici, Caroline Leavitt, à la Maison-Blanche, Maison-Blanche veut que les responsables du renseignement d'Obama soient tenus responsables de leur rôle dans le canular russe de 2016. Et donc, on demande du sang, vous comprenez? C'est comme, pourquoi agiter la base et faire des annonces comme celle-là si on ne veut pas aller jusqu'au bout des choses? Il y a Mike Flynn qui est passé à InfoWars devant des millions de personnes demandant la tête de Barack Obama, lui aussi, que des personnes soient tenues responsables. Il a écrit un tweet aussi sur Twitter, beaucoup repartagé. Le rapport démontre plutôt une falsification complète d'un document utilisé spécifiquement pour inciter à un coup d'État. Et là, vous avez encore une fois, et le rapport, tout ça confirme la trahison. Et la trahison, c'est la peine de mort. Un coup d'État contre POTUS dûment élu, contre un coup d'État contre un président américain dûment élu, President of the United States. Il faut que les têtes tombent et que les gens soient enquêtés, y compris des analystes qui ont écrit et produit le produit qui a fait basculer toute l'Amérique dans un trou noir. Tony Shaffer dit la même chose aussi, qu'on a reçu il y a 4 ans, je pense, on a reçu en entrevue à Radio-Québec le lieutenant-colonel Tony Shaffer. Je rappelle, il y a 8 ans en direct à la télévision, j'ai dénoncé les méfaits de niveau soviétique d'Obama et de son équipe de sécurité nationale, tandis qu'avec Pete Hegseth et Ed Henry, il est maintenant prouvé avec la publication de nouvelles informations de la CIA que j'avais complètement raison. N'oubliez jamais les dommages causés par l'équipe Obama à cette nation et au président Trump. Voilà. Donc, cette histoire, encore une fois, revient à l'actualité. Les gens me narguent souvent sur les arrestations, Alexis, les arrestations. C'est pas terminé, cette histoire. Ce n'est pas terminé, cette histoire. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. J'ai montré à plusieurs reprises que tout le processus continuait. Maintenant, bon, les gens vont dire quand. Je me rappelle, le capitaine Cosmos, en entrevue, m'avait posé la question, quand est-ce que tu pourrais voir les arrestations, etc., etc. Et je lui avais répondu, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je lui avais répondu que ça serait mieux que Trump n'ait pas à se salir les mains. Et donc, que ça se produise, par exemple, entre le moment de l'élection et son assermentation, c'est-à-dire entre novembre et janvier, il y a comme une espèce, j'avais dit, il y avait comme une fenêtre où l'armée pourrait intervenir et procéder à des arrestations. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça que tout le monde parle. C'est pas juste moi, Alexis, c'est de ça dont tout le monde parle, asti. La Maison-Blanche au complet, c'est pas juste Alexis, les arrestations, c'est tout le monde parle de la trahison d'Obama. Est-ce que vous suivez l'actualité? Et donc,
Parce que tu ne voudrais pas que Trump ait l'air de la personne qui se venge d'Obama, tu vois, parce que on le disait durant la campagne, il me posait la question durant la campagne. Durant la campagne, tout le monde disait Trump va agir comme un dictateur, Trump va agir comme un dictateur, il va mettre l'armée à sa botte, il va, rappelez-vous les unes, on en avait parlé, j'avais montré les unes, il va utiliser le département de la justice pour régler ses comptes. Et là, je disais, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas utiliser le département de la justice pour régler. Tu sais, ça va mal paraître, là, ça va avoir l'air qui. Et donc, il pourrait y avoir une fenêtre entre le moment où il est élu et le moment où il est assermenté. N'est-ce pas? Or, là, ce qui va se passer, c'est que il va se passer quelque chose, c'est certain. Mais ce qui est, selon moi, maintenant, le plus fort probable, c'est que ça se passe dans la dernière partie de son mandat. C'est-à-dire quand il aura, peut-être après les prochains midterms, c'est-à-dire que tu vas avoir... je ne sais pas, là. Il garde ça, encore une fois, il ramène toujours le sujet. Etc. Et donc, ce serait peut-être embarrassant d'avoir quelque chose de gigantesque comme ça avant les midterms, une arrestation d'un ancien président. Ça aurait des conséquences catastrophiques, ça ferait dérailler la campagne. Mais immédiatement, après les midterms, c'est-à-dire que les midterms, ce que je veux dire, là, je cherche mes mots, ce que je veux dire, c'est que les midterms sont... Capitaine Cosmos dit qu'il a un show d'histoire après le Web Journal. Et donc, les midterms, c'est la dernière élection à laquelle Trump va participer. Et là, il va arriver... Qu'est-ce qui va se passer quand Trump va arriver aux midterms? Il va avoir réglé l'économie, rempli la plupart de ses promesses. Il va avoir essentiellement fait la paix dans le monde. La plupart des conflits vont être réglés. L'Ukraine va certainement être réglée. Gaza, l'Iran, tout ça va être réglé. Dans un an et demi, là, tout va être réglé. L'économie va rebondir et tout ça. Les tarifs vont être réglés. Et donc, il va probablement faire les midterms sur son bilan, la première partie de son mandat. Et qu'est-ce qui va rester dans la deuxième partie de son mandat? Ben, c'est le coup de marteau final parce qu'il n'aura plus rien à gagner. Il n'aura plus d'élection à gagner. Et voilà. Donc... C'est comme ça. Ça serait surprenant qu'il le fasse avant, puisque ça pourrait déstabiliser politiquement la campagne des midterms. Et ce que je veux dire, c'est que la campagne, je m'exprime très mal, là, la campagne des midterms porterait sur les accusations contre un ancien président au lieu de porter sur le bilan fantastique de Trump. Tu sais, économiquement, en relations internationales, la paix dans le monde, blablabla. Tu veux que les élections de midterms portent là-dessus plutôt que sur le fait de... Et donc, ça va probablement être reporté juste après les midterms. Et donc, on a un stretch, on a un moment à passer, et donc, pour pas que les gens se découragent, ils ramènent ça régulièrement, à peu près à tous les mois, il y a une nouvelle là-dessus sur la trahison d'Obama, ils gardent ça dans l'actualité pour qu'on... Et Trump fait des clins d'œil, QQQ ici, QQQ par là-bas. Plein de clins d'œil à Q. Il y a plein de ces événements qui soit commencent ou finissent à 17h17. Tout le monde comprend là, que ça continue et qu'il n'a pas abandonné ses troupes. C'est juste que c'est long et que, je veux dire, il nous donne la viande pour se rendre jusqu'au moment où tout ça va se passer. Voilà. Donc, après les midterms, il n'a plus rien à... Je ne vais pas me répéter, là, les gens disent que je me répète. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va peut-être vous montrer aussi, comme, encore une fois, les gens qui disaient que RFK est contrôlé par Pfizer et l'État profond. Rappelez-vous, il y a des gens qui disaient que RFK fait partie de l'État profond. RFK qui nous disait cette semaine en entrevue qu'il fallait faire attention aux experts. Il ne fallait plus se fier aux experts et qu'il ne ferait plus confiance à l'industrie pharmaceutique. Et que le département de la santé aux États-Unis allait faire lui-même ses propres analyses parce qu'il ne faisait plus confiance aux experts et aux scientifiques achetés de l'industrie pharmaceutique. Je vous montre ça. We need to stop trusting the experts. We were told at the beginning of COVID, don't look at any data yourself, don't do any investigation yourself, just trust the experts. And trusting the experts is not a feature of science. It's not a feature of democracy. Faire confiance aux experts,
le fait de faire confiance aveuglément aux experts, c'est pas une caractéristique, c'est pas normalement, ça fait pas partie de la science, puis ça fait pas partie de la démocratie non plus. La foi aveugle dans les experts, rappelez-vous, ils nous ont rabâché ça durant toute la COVID. Ah, c'est la science, tu ne fais pas confiance à la science, tu ne crois pas à la science, etc. Non, je suis scientifique, je ne fais pas confiance à la science. Tu sais, même chose avec le climat, c'est-à-dire au fondement de la science, il y a le scepticisme. Et donc, c'est même chose avec la démocratie, on ne fait pas confiance au pouvoir, c'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs. La foi aveugle dans les experts, c'est la technocratie, c'est pas la démocratie, c'est ça qu'ils veulent dire. It's a feature of religion and it's a feature of totalitarianism. C'est ça, c'est une caractéristique, je dis la technocratie, mais c'est une caractéristique de la religion et du totalitarisme. C'est pas une caractéristique ni de la science, ni de la démocratie. Imaginez à quel point il est contrôlé par Pfizer. In democracies, we have the obligation, and it's one of the burdens of citizenship, to do our own research and make our own determination. And we're going to give people gold standard science. We're going to publish our protocols in advance. We're going to tell people what we're doing. Etc., etc. Voilà. Donc, beaucoup de win pour Donald Trump et ça ne va aller... quand on contrôle le jeu politique comme ça, parce qu'il obtient pas mal tout ce qu'il veut, il n'y a pas de... Est-ce que vous pouvez imaginer un monde où les gens comme disent non à Trump et il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est des revers sur revers? On pensait que ça allait être ça. Bien, on ne pensait pas, nous, à Radio-Québec, là, mais les médias pensaient que ça allait être ça, que ça allait être chaotique, qu'il allait être un dictateur, qu'il allait s'opposer, que les gens allaient s'opposer à lui, qu'il allait avoir de la résistance, ça allait être comme catastrophique. Finalement, c'est rien. Et ça va ça va juste dans le bon sens. Ça va de win en win. There's going to be so much winning. Rappelez-vous le clip, je ne vais pas le faire jouer encore une fois, là. Vous allez être fatigué de gagner. You're going to be tired of winning. You're going to say, no, stop, we can't win anymore. No, Mr. President, we can't win anymore. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et on remercie ceux qui ont... J'aurais dû le faire encore une fois en début de Web Journal, ceux qui nous permettent de continuer à produire ces analyses-là. Si vous aimez notre contenu, il y a des personnes qui partent, évidemment, comme d'habitude. Il y a une partie des gens qui ne sont pas d'accord, qui partent, et bien ça doit être remplacé par des personnes. Il doit y avoir du sang neuf aussi dans les personnes qui nous appuient. Donc, encore une fois, on tend le chapeau. On doit le faire à tous les web journaux. On demande aux personnes, si vous appréciez le contenu, là, si c'est pour vous, c'est un kick Radio-Québec, si c'est comme il y a des... C'est pas toujours les web-journaux ne sont pas tous pareils, mais ils prennent beaucoup de temps à construire. Si vous appréciez le contenu, pensez à nous, pensez que ça se fait pas, que ça se fait pas tout seul, tout ça, et que ça requiert beaucoup de recherche et beaucoup de travail et beaucoup de montage. Et donc, voilà, donc... Et que c'est le nerf de la guerre et que les émissions qui ne sont pas appuyées par leurs auditeurs, généralement, meurent, ne durent pas très longtemps. C'est très difficile à supporter, à endurer sur les réseaux sociaux, toujours être en conflit, en argumentant, etc. Puis c'est comme, surtout à Radio-Québec, on a toujours des positions qui dérangent et que on va à contre-courant sur à peu près tout. Et c'est comme... les gens, c'est ça, je pense à plein d'autres commentateurs, analystes, on pourrait les appeler youtubeurs, vidéastes, qui ont arrêté parce que c'est difficile. Et surtout que, à Radio-Québec, on a pas mal brûlé nos ponts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Hein, c'est comme, on y va all-in, comme on dit, là, on y va all-in dans Radio-Québec et on ne retient pas nos mots, on ne retient pas notre parole et on a une analyse que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc, sans censure, sans compromis et totalement original. Alors, pensez à nous. Si vous êtes nouveau à Radio-Québec, on remercie ceux qui sont là depuis le début. Il y a des personnes, on voit des interacts passés ou des abonnements passés, ça fait des noms que ça fait genre 4, 5, 6, 7, 8 ans. Pas 8 ans, là, mais... qui nous appuie depuis le début. Et ça mérite le respect, voilà. Mais c'est ça, il y a comme il y a de l'attrition et... Voilà. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de gagner, voilà. OK, alors il y a plusieurs façons de le faire, disons, c'est ça, Alexis par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5 par Interac, il y a des gens qui font ça par Interac, Alexis à radioquebec.ca.
On donne toujours sur le site, il y a une façon de nous aider par carte, par Bitcoin, PayPal, il y a toutes les façons de nous aider. Idéalement, si tout le monde donnait $1 par webjournal, on serait comme au paradis, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens écoutent paresseusement. Puis, et donc, on remercie ceux, comme quelqu'un qui donne $50, fait ça pour 50 personnes qui donneraient $1. Vous prenez la place de 50 personnes qui donneraient $1. Dans les $100, il y a comme 100 personnes qui écoutent, qui donneraient $1 grâce à vous. Et donc, voilà. On vous remercie du fond du cœur, vraiment. Ça, big love, comme dit l'autre. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose, on va faire des entrevues cette semaine au Québec. On a accepté 2 entrevues au Québec. Une avec Luc Gervais, je pense, et l'autre avec Nathalie Lavoie. Des entrevues. Et puis, on en fera d'autres. Il y a aussi en France, il y a Rémi de Juste Milieu qui nous a contactés pour une entrevue. Et il y a Antoine Bachelin qu'on a reçu en entrevue ici à Radio-Québec sur la chaîne, qui a lui-même sa chaîne et qui nous a demandé une entrevue. On va la faire aussi. Voilà. OK? Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous cette semaine avec un mauvais éclairage. Ça me fait sortir, cet éclairage me fait sortir ma moustache. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Dans le miroir, je suis correct, mais à l'écran comme ça ici, j'ai l'air d'un preacher. En tout cas. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde.